30 sur Public Sénat. Bonjour à tous, un lieu, une histoire s'arrête en Côte d'Or et plus précisément sur la commune d'Alise-Sainte-Reine. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis Alésia, vous aurez compris. C'est ici même où je me trouve, en 52 avant Jésus-Christ, qu'eut lieu cette bataille absolument décisive pour l'avenir de la Gaule, pour l'avenir du pays. Une bataille gigantesque, une bataille définitive. Il y eut un vainqueur, Jules César, il y eut un vaincu, Vercingétorix. Alors le voilà, ce vaincu, représenté dans ce tableau de Lionel Royer. Claude Grappin, on a véritablement l'impression que ce vaincu a presque l'allure d'un vainqueur. Oui, la perspective est très heureusement traitée et très favorable au vaincu, qui, au premier plan, non seulement est plus grand que le vainqueur, mais aussi est positionné, en tout cas de manière à toiser un vainqueur qui semble renfrogné sur son trône. Est-ce que ce tableau de Lionel Royer reflète la réalité? On voit par exemple Alésia en train de brûler en arrière-fond. Il y a très peu de choses réelles, sinon une mise en scène globale et encore. Alors Alésia d'abord est représentée un petit peu sous la forme d'une acropole, d'une citadelle. Alors effectivement c'est un lieu perché, mais ce n'est pas un lieu qui était défendu par de grandes tours comme on le voit. Il y avait des falaises naturelles autour de l'oppidum et quelques remparts de pierre, mais il n'y avait pas cet aspect de citadelle perchée. Et on est dans une tradition iconographique où le vaincu se rend devant le vainqueur avec ses plus belles parures. Mais ces parures, telles qu'on le voit, n'ont absolument rien de gaulois. Ce sont des parures qui sont entièrement empruntées à des époques plus anciennes que le siège. Ce que l'on voit sur ce tableau, ce sont des armes en bronze, de l'âge du bronze, c'est-à-dire au mieux de 8 siècles plus anciennes que le siège. Ce tableau a été peint en 1899. Est-ce un hasard? Ce tableau est l'un des derniers peints dans cette thématique, ce qui fait qu'il concentre un peu tout ce que le 19e siècle a théorisé autour de cette représentation des Gaulois. C'est donc l'un des derniers, c'est aussi le plus grand par ses dimensions et de fait le plus célèbre, sans doute parce qu'il a été beaucoup utilisé par l'iconographie et notamment pour illustrer les ouvrages scolaires, et ce, dès la Troisième République. C'est-à-dire que cette vision de Vercingétorix a imprégné au fil du temps l'esprit des jeunes écoliers français. Exactement. Aujourd'hui, la plupart des visiteurs qui viennent à Alésia arrivent avec cette image-là en tête et ils s'imaginent qu'ils vont quasiment encore trouver les Romains au parapet des lignes d'investissement romaines et puis César sur son podium attendant l'arrivée de Vercingétorix vaincu. Ah, ces symboles qui façonnent l'histoire. Il y en a un autre sur ce site d'Alésia, tout aussi puissant, mais bien plus colossal. Il est perché au sommet de l'oppidum gaulois. Vercingétorix, bien sûr, le vaincu en majesté, une statue monumentale qui sublime, elle aussi, la défaite gauloise. Bonjour Jean-Louis Bruno. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes le tout récent lauréat du prix du livre d'histoire du Sénat. Oui. À propos d'un ouvrage précisément consacré à Alésia, dont vous êtes un spécialiste. La statue qu'on voit derrière nous, c'est Vercingétorix, bien sûr. C'est Napoléon III qui l'a fait ériger aux alentours de 1865, je crois. Qu'est-ce que Napoléon III vient faire dans cette histoire gauloise? Il a eu l'idée, qui est assez étonnante et assez intéressante finalement pour ce personnage qui est quand même assez décrié, de faire un commentaire du commentaire de la guerre des Gaules que César avait écrit, c'est-à-dire qu'il a voulu illustrer par des cartes et surtout par des fouilles archéologiques les différents lieux de bataille de la conquête de César. Il faut préciser que tout ce que l'on sait sur cette bataille, sur ce siège d'Alésia, eh bien on l'a puisé en particulier dans les écrits de Jules César lui-même. Voilà, le manuscrit majeur, c'est celui de la guerre des Gaules, donc c'est la base à partir de laquelle on peut effectivement travailler, et c'est sur elle que s'est appuyé notamment Napoléon III pour demander que ces ouvriers fassent des fouilles à Alésia, et il a fait des fouilles extrêmement importantes qui ont été très fructueuses.
Et donc il a pu montrer qu'effectivement c'était bien le lieu de la bataille. Et il a voulu honorer particulièrement ce lieu par cette statue de Vercingétorix. Donc vous nous dites, Jean-Luc Bruno, que c'est grâce à l'empereur, c'est grâce à ces fouilles qu'on est aujourd'hui quasiment certain que la bataille d'Alésia s'est passée ici même en Côte d'Or. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement lui. C'est-à-dire qu'on avait déjà des indices très forts, d'abord dans la toponymie. C'est-à-dire qu'ici on est sur un lieu qui s'appelle le mont Auxois, et le pays qui nous entoure, enfin cette petite région, s'appelle l'Auxois, qui est une déformation déjà du mot Alésia. Et au XVIIIe siècle, on a trouvé une inscription ici sur le plateau, une inscription en termes latins qui indique bien Alésia. Donc vous voyez, déjà c'est des indices extraordinaires, vraiment forts. Plus ces fouilles de Napoléon III qui m'ont montré tout le système défensif déployé par César et ses légions, qui ont été encore confirmées il y a une quinzaine d'années par des très grandes fouilles exécutées par deux de mes collègues, Michel Rédé et Sigmar von Schnurbein, qui ont parfaitement confirmé donc, les fouilles faites au temps de Napoléon III. Et donc à l'occasion de ces fouilles a été trouvé un matériel absolument considérable d'armes gauloises, d'armes romaines, de monnaies, qui montrent bien qu'on est tout à fait dans ce créneau chronologique. Alors, le fruit de ces fouilles entreprises par Napoléon III, on les retrouve aujourd'hui du côté de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, dans le Musée national de l'archéologie. Je vous propose tout de suite, avec Marie Lebon, de visiter ce qu'on appelle la salle Alésia. Bienvenue à l'âge du fer, boulets de catapulte, pilum par centaines ou encore boucliers. C'est ici, dans la salle Alésia, dans une collection unique au monde, que sont conservées près d'1 millier de pièces d'armement et presque autant d'objets du quotidien, découverts sur le site d'Alys-Sainte-Reine lors des 2 périodes de fouilles. Tous ces éléments trouvés au XIXe siècle et dans les années 90 sur le site du siège d'Alésia montrent la réalité et la dureté des combats et surtout la supériorité romaine en termes d'artillerie. Des trouvailles qui confirment l'importance du siège d'Alésia dans la guerre des Gaules, car si les pointes de flèches appartiennent à des troupes recrutées par l'armée de César pour lui prêter main forte, on découvre également sur le site plusieurs centaines de monnaies frappées aux 4 coins de la Gaule. On retrouve dans ces monnaies les différents peuples qui sont signalés par César comme ayant participé à l'armée de secours venue délivrer Vercingétorix assiégé par les Romains. Dernière découverte émouvante pour le visiteur, ces 2 monnaies en auricale, émises lors du siège par Vercingétorix et son entourage pour payer ses mercenaires. Appelées monnaies de siège, seulement 3 ont été découvertes jusqu'à présent. Voilà, retour maintenant au pied de cette statue de Vercingétorix avec toujours notre invité Jean-Louis Bruno. Pourquoi en 52 avant Jésus-Christ, finalement, tout s'est concentré ici même, là où nous sommes, dans ce coin perdu de la Bourgogne? Pendant une année, César a fait une course-poursuite en quelque sorte avec Vercingétorix et ils ont tourné tout autour du centre de la Gaule, assiégeant les villes les unes après les autres, jusqu'à Gergovie, où là, pour la première fois, César vit une sorte de semi-échec. Et Vercingétorix pense que le mieux, c'est d'aller couper les réserves arrières de César, qui venait se ravitailler en chevaux, en vivres, en hommes sur le plateau de Langres, puisque là, il y a 2 ou 3 tribus très importantes, notamment les Lingons, étaient associées aux Romains. Et donc, Vercingétorix savait très bien qu'il devait conquérir ces peuples-là pour gagner la victoire finale, en quelque sorte. Vercingétorix et ses troupes est ici, sur cet oppidum, avec entouré de l'armée de César. Les 2 armées ont des effectifs considérables, on a du mal à se rendre compte. Absolument, on sait que Vercingétorix sur le plateau d'Alésia avait 80 000 hommes avec lui, des effectifs absolument fabuleux pour l'Antiquité, que la France ne reverra qu'avec les armées napoléoniennes. L'énormité finalement des armées gauloises va contraindre Jules César à organiser le siège d'Alésia en construisant 2 lignes de défense extrêmement sophistiquées. Oui, alors c'est une histoire assez curieuse parce qu'en réalité, c'était Vercingétorix qui pensait prendre au piège César. Donc il pensait, lui, s'installer en partie ici, mais surtout sur toutes les collines environnantes, en pensant que Vercingétorix viendrait dans les 2 vallées qui entourent le plateau, l'Auze et l'Ozerain, et qu'il serait coincé dans ces vallées et se ferait prendre un petit peu dans cette souricière. Mais il se trouve que César, justement, et c'était sa grande spécialité, était beaucoup plus rapide que les armées gauloises, et les armées gauloises n'ont pas eu le temps de s'installer sur toutes les collines que l'on voit autour, et Vercingétorix s'est retrouvé coincé sur ce plateau, qui est
certes est intéressant, certes est bien défendu, mais qui était un plateau qui finit par pouvoir être effectivement assiégé. Et finalement, le poids de l'histoire bascule du côté de Jules César. Voilà, c'est-à-dire qu'après 3 batailles absolument gigantesques, les Gaulois cèdent parce que de toute façon, l'armée de secours qui avait été construite extrêmement rapidement, en 5 semaines probablement, ce qui est absolument extraordinaire, rassembler 250 000 hommes qui venaient de certains du Finistère, d'autres du nord de la Gaule, c'est-à-dire du nord de la France actuelle, qui arrivent en 5 semaines sur les lieux de l'expédition, sont des gens qui sont complètement épuisés et qui n'ont que très peu de vivres et donc qui n'ont que quelques jours de combat potentiel. Donc au bout de 3 jours, c'est fini, ils ne peuvent plus combattre. Pourquoi finalement Vercingétorix s'est rendu à César? Alors il s'est rendu parce que d'abord il s'est rendu compte que l'armée de secours ne pouvait plus rien faire pour eux, donc c'était terminé. La situation était désespérée. La situation était désespérée, il y avait une famine absolument effroyable qui régnait non seulement sur le plateau où ils assiégeaient, mais aussi dans le camp de César. Les légionnaires étaient aussi affamés. Donc c'était une situation absolument dramatique. Et Vercingétorix a préféré en quelque sorte se sacrifier pour sauver ses soldats, pour sauver ses guerriers, en espérant probablement que César allait en quelque sorte l'absoudre. Et qu'est-ce qu'il était devenu du chef gaulois après cette reddition? Alors il a séjourné quelques années dans 8 ans dans les geôles de Rome, et lors du triomphe de César, on l'a sacrifié, enfin on l'a étranglé, il est mort misérablement. Alors l'oppidum d'Alésia se trouve à environ 400 mètres d'altitude. Alors là-bas, au fond de la vallée, existe un tout nouveau musée, le muséoparc de cette bataille. Alésia au XXIe siècle, croyez-moi, la visite mérite le détour. Alors ici, Alésia se décline dans une réelle modernité, une réelle sérénité tout autant. Maud Goldschneider, c'est une véritable volonté de l'architecte d'avoir voulu rendre ce lieu extrêmement serein, extrêmement sobre finalement. Oui, effectivement, Bernard Tschumi, l'architecte, a voulu laisser cet endroit assez sobre et simple en apparence, parce que nous sommes ici installés dans la plaine des Laumes, qui est le lieu où il y a eu d'innombrables batailles entre les Gaulois et les Romains. Est-ce qu'on a une idée précise du nombre de victimes de ces gigantesques batailles? Même Jules César reste relativement flou sur cette question. Non, c'est très complexe. Déjà, on n'a pas d'idée exacte du nombre d'effectifs de chaque armée romaine, armée gauloise. Seul César communique sur des chiffres, mais on ne peut pas lui faire pleinement confiance parce qu'il a pu peut-être vouloir se valoriser et donc exagérer certains chiffres. Alésia, c'est un mot, c'est une bataille, c'est un siège qui attire, qui intéresse toujours les gens. Oui, effectivement. De toute façon, toutes les personnes connaissent l'histoire d'Alésia à partir de 7 ou 8 ans. Tout le monde connaît ce mot, Alésia, la bataille, mais en général, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ici, on ne connaît pas vraiment l'histoire, et donc ce lieu permet vraiment de raconter ce qui a pu se passer et de laisser les personnes s'imprégner de cette histoire, des émotions, et puis et également de pouvoir interpréter tout ce qui a pu se passer, parce que bien sûr, ça part des données archéologiques, des données historiques, et donc c'est ce qui permet de recréer toute l'histoire d'Alésia. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette bataille d'il y a plus de 2000 ans maintenant? C'est assez compliqué. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout un morceau de notre histoire. C'est une bataille qui a duré, un siège qui a duré 2 mois, donc c'est tout petit dans l'échelle du temps, mais ça a une grande importance pour nous. Dans notre cœur, en général, c'est assez sensible parce que l'histoire s'en est servie à des fins politiques, historiques, et donc ce qui fait qu'on est tous imprégnés de cette histoire. L'histoire qui parfois se sert de l'histoire, nous dit Maud. Ainsi, Vercingétorix, le vaincu d'Alésia, dont la colline se dresse toujours dans le ciel de Bourgogne, a su presque gagner des galons de vainqueur. Voilà de quoi alimenter votre réflexion sur le destin d'un homme. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.